tous et bienvenue sur ce plateau de questions ouvertes pour notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité. À l'ordre du jour de cette semaine, une question, la rafle du Veldiv, pourra-t-on oublier ? Le 16 et le 17 juillet 1942, 13 152 juifs ont été arrêtés à Paris et emmenés au Vélodrome d'hiver. Parmi eux des vieillards, des femmes, mais aussi des enfants. Ils étaient au nombre de 4 115 enfants. Ils seront déportés quelques semaines plus tard à Auschwitz après un transit dans des camps d'internement français dans le Loiret. Il y aura une centaine de rescapés d'Auschwitz, de cette rafle-là, mais pas un seul enfant. Cette semaine sort en salle un film entièrement consacré à cette sinistre page de notre histoire, La Rafle, réalisée par Rose Bosch. Cette œuvre met au jour des questions fortes. Pourquoi le cinéma a-t-il mis si longtemps à revisiter ces pages sordides de notre histoire ? Une œuvre de fiction peut-elle servir à entretenir la mémoire ? Ce souci de mémoire va-t-il de pair avec aussi la réconciliation et le pardon ? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec l'aide, comme chaque semaine, d'éditorialistes de médias chrétiens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Émeric Pourbet. Bonjour Dominique. Qui est directeur de l'information à Radio Notre-Dame. Et puis Samuel Pruvot. Bonjour. Qui est un rédacteur en chef à Famille Chrétienne, l'hebdomadaire. Alors, avant de vous laisser la parole à tous les deux, je vous propose un premier point de vue. C'est le point de vue d'un expert, d'un historien. C'est Jacques Semelin, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est également prof à Sciences Po à Paris. Il est plutôt spécialisé justement dans ces périodes d'histoire contemporaine, notamment consacrées au génocide et au massacre du XXe siècle. C'est François Lespès qui est allé s'entretenir avec lui, et vous verrez qu'il répond notamment à cette question: en quoi la rafle du Veldiv constitue une page importante, un tournant dans cette histoire sombre de la France. On regarde. Alors, ce que personne n'a prévu, c'est qu'en fait, on arrête les femmes et les enfants. Et ça, c'est totalement nouveau. C'est-à-dire qu'avant, il y avait déjà eu des rafles à Paris, notamment dans le 11e arrondissement, mais on arrêtait les hommes. Et elle va rester tout de suite dans la conscience du moment comme la rafle des hommes et des enfants. On ne parle pas de la rafle du Veldiv. Et cet élément nouveau, il va révolter l'opinion. Il va révolter l'opinion. Et vous êtes donc la chaîne KTO. Il est important de savoir que cette rafle va susciter une émotion chez les catholiques, qui avaient jusqu'à présent, faut bien le reconnaître, été du côté de Vichy et du Maréchal, mais là, on va trop loin. Le 23 août 1942, Monseigneur Saliège, à Toulouse, proteste en chair, alors que, bien sûr, Vichy et les renseignements généraux sont au courant du fait qu'il va faire une homélie, proteste en chair contre ce type de rafle, puisque il y en a qui se préparent aussi dans le sud de la France, et il dit les Juifs sont des hommes, les Juifs sont des femmes. Et progressivement, eh bien, les réseaux de l'Église catholique vont s'ouvrir de plus en plus à des enfants juifs et à des adolescents juifs et à des familles juives. Cette rafle du Veldiv est le moment culminant, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de la déportation d'à peu près 76 à 80 000 juifs de France, entre 41 et 44. Mais il faut aussi garder en tête que vivaient en 1940 environ 350 000 juifs en France. Ce qui veut dire que les 3/4 de la communauté, entre guillemets, juive de notre pays n'a pas été déportée. Alors ça, c'est très important, et ça ne me semble pas suffisamment dans la mémoire collective. Comment expliquer qu'un pays qui était totalement occupé en 1942, 75% des Juifs ont eu quand même la vie sauve? Alors, je crois que c'est aussi cette réalité historique-là qu'il convient de garder en tête et plus de réfléchir encore aujourd'hui.
Alors Aymeric Pourbet, peut-être une première réaction à ces propos de notre historien expert? C'est effectivement extrêmement intéressant de voir à quel point finalement cette rafle, si terrible qu'elle fut, a été aussi un tournant dans la conscience collective des Français. C'est l'historien Pierre Laborie qui dit ça aussi, et de montrer aussi que les Français, même si pour la plupart peut-être soutenaient le maréchal Pétain, n'étaient pas forcément tous antisémites comme on peut le lire ici ou là, mais que sur les 27 000 juifs que demandaient les Allemands, il n'y en a eu que, même s'il faut évidemment employer des guillemets, il y en a aussi 12 ou 13 000 qui ont été sauvés, notamment par les Parisiens, qui, en voyant les enfants se faire embarquer, ont eu là un sursaut, et je crois que c'est tout à leur honneur aussi. Une première réaction également, Samuel Pruvot? Mais en fait, vous partagez cette réaction? Je partage tout à fait la réaction d'Aymeric. Moi, ça m'a fait penser à ma thèse d'histoire. C'était aussi ça commence pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est quelqu'un qui s'appelait l'abbé Charles, il était à Lyon. On pourrait dire qu'il était proche, entre guillemets, du pouvoir, puisqu'il s'occupait des chantiers de jeunesse, et lui-même, en fait, a accueilli et caché donc plusieurs juifs dans l'endroit où il se trouvait à Lyon. Donc c'est cette ambivalence qu'il est important, effectivement, de souligner. Pas tous antisémites et pas tous blancs comme neige. Alors, vous savez pourquoi donc on évoque cette rafle du Veldiv, c'est parce qu'il y a un film important donc, qui sort cette semaine, consacré à cet épisode de l'histoire. Alors, c'est le premier film qui en parle directement. Il y a eu bien sûr Les Guichets du Louvre de Mitrani, il y a eu aussi Monsieur Klein de Joseph Lehozé, mais c'est la première fois qu'on parle de cet épisode dramatique. Pourquoi on a des difficultés, à votre avis, à parler en France de ces pages de l'histoire ? Dans un cinéma, dans un film. Je crois que c'est pas très glorieux, c'est pas une page de l'histoire qu'on a envie de mettre en avant. Mais les Américains parlent déjà de l'Irak dans leur cinéma, par exemple. C'est vrai que la France a du mal, mais je ne suis pas historien. Peut-être qu'il faudrait demander à Samuel, qui lui a étudié l'histoire plus que moi. Mais c'est vrai que la France a du mal avec son histoire des 50, 60 dernières années, que ce soit la guerre 39-45, l'Algérie. Ce sont des choses qui ne sont pas réglées. Peut-être aussi parce que le général de Gaulle, à la Libération, a voulu tirer un trait d'une certaine manière en disant que la France avait continué malgré le régime de Vichy. On a peut-être occulté et du coup pas fait ce travail de mémoire, de discernement dans notre conscience, dans notre mémoire. Votre avis, Samuel, sur cet aspect, pourquoi le cinéma met autant de temps à parler de ces pages-là ? Peut-être c'est moins une question, c'est quasiment de l'ordre de la psychanalyse, c'est moins à mon avis une question d'histoire. Parce que, d'ailleurs, moi, je ne suis pas spécialiste de cette période à proprement parler, mais c'est dans le cadre d'une biographie que j'ai travaillé sur cette période. C'est un problème de psychanalyse dans la mesure où l'histoire, maintenant, de cette période est relativement très bien connue, et elle est hyper complexe. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chose simple. C'est-à-dire, par exemple, je ne me permettrai pas de relever ce que ce professeur à Sciences Po, c'est là où j'ai travaillé, donc, a dit, mais quand même, de dire qu'en 42, avant 42, tous les catholiques pratiquants étaient du côté du maréchal et qu'après tout bascule, c'est évidemment faux. Je veux dire, il y a des centaines en termes de masse, oui, mais le problème de l'histoire, c'est pas juste des questions de masse, c'est des questions subtiles. Donc l'histoire, elle est de mieux en mieux connue. Le problème, c'est pas l'histoire, c'est la mémoire. Et en fait, on confond l'histoire et la mémoire, et ça, je crois que c'est très fâcheux, parce qu'on a besoin des deux, mais quand on croit que la mémoire, c'est l'histoire, patatras. Parce que ça, on réécrit l'histoire. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un petit peu une mémoire sélective, c'est-à-dire que pendant toutes les années qui ont suivi la guerre, toute la France était peinte comme une France de la résistance, et puis quand on a commencé à parler un peu de cette histoire de Vichy, brutalement, on a eu l'impression que toute la France avait été collaborationniste. C'est cet excès-là qu'à votre avis, le travail de mémoire doit empêcher d'aller dans ces excès-là ? Je pense qu'il y a une culpabilité globalement des Européens vis-à-vis de leur histoire. Et c'est vrai que ça s'est développé notamment parce qu'il y a eu la Shoah après 1945, quand on a découvert ce qui s'était passé. Et que finalement, on a un peu mis sous le manteau cette histoire, notamment pour ce qui concerne la France, le rôle de Vichy vis-à-vis des Juifs, que c'est ressorti plus tard et que du coup, c'est comme des événements de notre vie qu'on n'a pas envie d'évoquer. Dans notre inconscient ou notre psychologie, ça prend de l'ampleur et ça devient des véritables bombes à retardement. C'est un peu, à mon avis, ce qui est en train de se passer. Et ce que je trouve intéressant avec ce film, même si je ne l'ai pas vu, c'est que j'ai l'impression que justement, c'est pas un film manichéen, que ça fait la part des choses. Pas encore. Pas entendu, parce que nous précisons, bien entendu, que nous ne faisons pas une critique de l'œuvre du cinéma en tant que tel, puisque nous n'avons pas encore eu, nous trois, le temps d'aller le voir, mais nous allons nous précipiter dans les jours qui viennent. Samuel, vous partagez cet avis ? Oui, par rapport à la rafle, donc d'abord, ça m'a donné très envie d'aller voir ce film, et j'irai voir ce film, sans doute avec plusieurs mouchoirs.
J'ai beau être sensible, mais c'est vrai que cet épisode, il est intolérable. Mais je pense qu'il y aurait, du point de vue de la méthode, je pense tout le monde sera déçu si on cherche une leçon d'histoire. Par contre, ça pose un problème éthique très fort. C'est-à-dire concrètement, au-delà même de cette situation de 42, comment un fonctionnaire de n'importe quel pays, en l'occurrence de l'État français, peut, puisqu'il suit des consignes et des ordres qu'on lui donne, être amené à faire des choses où normalement, en conscience, il n'y a pas besoin d'avoir la foi, en conscience, il doit savoir que cela est inacceptable. Et passer cette ligne rouge où le fait de désobéir, c'est une preuve d'humanité. Ce que disait Jean-Paul II, finalement, les plus grands actes d'humanité, parfois, c'est de savoir dire non. Et donc là, je trouve que ce film, moi j'ai envie de le voir à cause de cette question cruciale qui traverse toute l'histoire. Sur la désobéissance, c'est cela ? Sur une sorte de désobéissance, oui, quasiment civique et morale, qui en tout cas du point de vue chrétien et moral est vraiment peut-être une des plus belles preuves d'humanité. Et dans ce film, justement, ce qui est très très beau, moi j'ai été touché par, il y a eu un portrait dans le Figaro de Joseph Weizmann. L'un des survivants, un de ceux, pour le rappeler, mais vous le verrez tous peut-être dans le film pour ceux qui iront le voir, c'est un jeune donc, qui a réussi à s'échapper du camp du Loiret où ils étaient Exactement, donc internés. Ils étaient deux, donc lui fait dans le Figaro le récit de son évasion. J'en ai retenu une chose que j'ai trouvée terriblement humaine et belle. Il a dit « J'ai subi la rafle, j'ai subi le camp, mais pour la première fois de ma vie, après j'ai fait le choix de l'évasion. » Donc il a demandé à tous les gamins de partir avec lui, ils ne se sentaient pas capables de traverser, il y avait 20 mètres de rouleau de barbelés, il n'en a trouvé qu'un pour partir avec lui. Et il raconte cet épisode, c'est fantastique. Et pour finir dans ce portrait, on lui dit « Bon, alors c'est bien parce que comme ça les Français connaîtront mieux l'histoire. » Il dit « Moi je pense que ce n'est pas le but. Le but, c'est peut-être qu'après avoir vu ce film, on comprendra que dans certaines situations, être humain, c'est se dresser contre l'inacceptable. Et ça, je trouve que c'est une belle leçon. Là, Samuel Prévost aborde tout cet aspect pédagogique. On sait que le ministre de l'Éducation est prêt à fournir ce film, enfin le proposer comme outil de pédagogie. Vous pensez que de la fiction, comme ce genre de film, encore une fois, sous réserve, bien sûr, nous ne l'avons pas vu, mais d'après les échos, naturellement, de ce film, ça peut être un bon outil pour le travail de pédagogie auprès des enfants ? Je pense que c'est certainement pas suffisant. Ça remplace pas un vrai travail d'historien, de commentaires, d'archives, etc. En revanche, je pense que ça peut être effectivement une bonne approche parce que c'est vrai que même si le cinéma, pour les besoins de la cause, a besoin de tordre un peu le réel, il y a quand même une recherche documentaire qui a été faite pour ce film et qui est considérable, si j'en crois les commentaires qui ont été faits. Oui, puisqu'il faut préciser que ce film, c'est une fiction naturellement, mais qui est basée uniquement sur des faits véridiques. Voilà. C'est un travail de 2 années d'enquête. Et puis c'est vrai que pour des faits qui remontent quand même à plus d'une 60aine d'années, l'émotion que laisse transparaître un film, et un film de cette ampleur et sur un tel événement, permet de se le réapproprier. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est un bon outil. Maintenant, il faut que derrière ça s'accompagne d'un vrai commentaire historique autorisé. Et c'est là où ça ne suffit pas, quoi. Alors Samuel Prévost, vous faisiez allusion bien entendu à ce devoir de désobéissance. On sait que notre historien nous parlait de ce fait marquant parce que c'était la première fois que les femmes et les enfants étaient arrêtés et internés. L'autre fait marquant probablement qui a marqué la mémoire en tout cas des Français, c'est que ce sont des policiers français donc qui ont arrêté d'autres Français, les Juifs pour la rafle du Veldiv. Est-ce que c'est à votre avis cet aspect-là qui a provoqué cette gêne et ce malaise de l'histoire de France à parler d'une France qui était la France tout sauf glorieuse, la France des policiers qui arrêtaient et de ceux qui, contrairement à ce que vous décriviez, n'avaient pas ce courage de la désobéissance? Mais ce qui est difficile, effectivement, c'est très difficile de regarder en face ce que l'histoire a pu laisser transparaître au nom d'un État, c'est-à-dire d'un collectif. Et donc, effectivement, il faut assumer l'histoire de France, j'allais dire de Clovis à nos jours. Et donc, il y a des heures lumineuses et des heures qui sont vraiment terribles. Et celle-là, ça fait partie des gros points noirs. Cependant, vous allez peut-être me trouver rabat-joie, mais je pense que c'est très dangereux de jouer, je reviens, de mélanger deux choses qui ne doivent pas se mélanger, c'est l'histoire et la mémoire. Parce que la mémoire, que l'on le veuille ou non, c'est une façon de regarder le passé et de l'agrémenter, un peu comme une bonne cuisine, en fonction des besoins du présent.
Mais excusez-moi, je suis rabat-joie. Moi, j'ai une formation d'historien. L'histoire, c'est exactement le contraire. C'est aller à la recherche humble et modestement de faits et de rechercher une vérité factuelle. Ce n'est pas pour construire une mémoire, c'est pour retrouver des faits d'une enquête policière. Et regardez, moi, quelque chose qui m'étonne, il y a une commission nationale en France qui s'occupe des commémorations. Chaque année, ils sortent un bouquin et s'il y a plus de commémorations que de jours de l'année. Alors, j'ai pas fait l'effort, mais aujourd'hui, il y en a au moins 2 ou 3 commémorations qui se battent en duel. Et je remarque que trop de lois tue la loi, et je me demande si trop de mémoire ne tue pas la mémoire, et à force d'en empiler, je ne parle pas de la rafle du Veldiv, mais à force d'avoir ce mouvement psychologique de faire mémoire pour essayer de rattraper un présent qui est en train de se tirer on ne sait où, et en fait, on devient Alzheimer. Par exemple, j'ai remarqué un dernier exemple avec mes enfants, j'aurais dit, mais le 14 juillet, vous savez quand même ce que c'est. Mon aîné a 13 ans, bon, elle n'est pas particulièrement bête, et j'ai vu qu'en fait, c'était pas du tout net pour elle. Donc je me suis dit, peut-être avant d'avoir 300 ou 600 ou 1000 commémorations par an, déjà si on savait à peu près 14 juillet, baptême de Clovis, enfin 3-4 trucs fondamentaux, quoi. Peut-être un avis sur cet aspect entre mémoire et histoire décrite. C'est vrai que moi je suis assez mal à l'aise avec cette injonction du devoir de mémoire, parce que autant il faut que le travail des historiens se fasse, qu'on trie dans ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé, ce qui est de l'ordre du fantasme, voilà. En même temps, la mémoire, c'est quelque chose qui est quand même éminemment personnel, et que qui est un État ou une communauté, une société qui disent voilà ce que vous devez retenir du passé et les leçons. Est-ce que d'abord on en tire vraiment des leçons ? Première question. Pour aujourd'hui, est-ce qu'on se bat contre les injustices d'aujourd'hui ? Bon. Et puis, ce que disait Samuel tout à l'heure, les choses sont infiniment plus complexes qu'on le montre ou qu'on ne le voit avec 60 ans de recul. On parlait de la désobéissance civile tout à l'heure, il faut aussi parler de cette zone grise des Français, la majorité, qui n'ont été ni résistants ni collabos, qui ont fait plutôt de la résistance passive, c'est-à-dire, effectivement, dans le cas de cette rafle du Veldiv, ils n'ont pas prêté main forte, ils ont plutôt recueilli quand les enfants ou les juifs le demandaient. Donc, ça aussi, c'est réel, et je pense que la réalité est infiniment plus complexe que ce qu'on veut bien laisser entendre. Alors, par rapport à ce thème que vous évoquez, qui est naturellement très intéressant, je repense à ce témoignage d'une des personnes qui ont vécu cette rafle. Il y a cette dame qui va faire le tour des classes dans les écoles, qui veut faire ce travail de mémoire en disant « je veux raconter à des jeunes, des adolescents d'aujourd'hui, ce qui s'est passé au Veldiv ». Vous pensez que ça peut présenter une ambiguïté de ressasser cette page-là, ou est-ce que je vous ai mal compris, Samuel Prévost ? Non, le fait du témoignage, par exemple, cette femme que vous évoquez, ou Joseph Weizmann dans le Figaro, oui, parce que ça, c'est le statut du témoin. Alors nous, chrétiens, on sait qu'un témoin, c'est très performant au sens que ça perfore notre conscience. Non, là, c'est un travail collectif qui est ordonné non pas par des témoins, mais par un État qui reconstruit, on reconstruit son passé en fonction des besoins du présent. Je vous donne un exemple, vous allez comprendre très vite. On va prendre une lettre de Guy Môquet et je m'appelle Nicolas Sarkozy. Mon idée, c'est pas de refaire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est d'essayer de régler des problèmes du présent. Et moi, je suis dubitatif quant à cette méthode. Par contre, quant à l'Église catholique elle-même, pour moi, là, le problème est tout à fait différent, parce qu'on a eu la chance d'avoir des itinéraires comme Jean-Marie Lustiger, et on a vu comment ce traumatisme extrême de la Shoah a permis aussi à l'Église catholique de se purger et de retrouver, en fait, de se retrouver elle-même, c'est-à-dire de ses sources juives. Et l'Église a fait ce travail de mémoire et à l'Église plusieurs reprises, notamment sous Jean-Paul II, on connaît au moment du jubilé de l'an 2000. Alors je me demande si l'Église n'a pas été plus loin et ne va pas plus loin que le travail de mémoire ou de repentance, même si c'est un mot qu'avait employé Jean-Paul II. Pour le coup, c'est autre chose. On n'a pas de honte vis-à-vis de ce qu'ont fait les autres, parce qu'entre nous, battre sa coulpe pour quelqu'un qui a commis des actes qui ne sont pas les vôtres il y a 50 ans, sincèrement, un psychanalyste, là, vous dirait, sincèrement, c'est vraiment très très bizarre, quoi, parce qu'on est responsable de ces actes, même si on est solidaire avec les générations précédentes. Par contre, dans l'ordre du péché et de la grâce, là, c'est différent. Que l'Église catholique au XXe siècle et au XXIe siècle se rende compte qu'elle aura du mal à être vraiment elle-même tant qu'elle n'assumera pas ses racines juives. Alors ça, pour le coup, ça c'est un progrès quasiment spirituel. Et moi, j'étais très très ému, malgré toutes ces affaires, l'affaire Williamson, etc., quand Benoît XVI, à la suite de Jean-Paul II, est revenu dans la synagogue de Rome.
Et ça, c'est très important. Vous faites forcément le lien avec les victimes principales de cette rafle, les victimes essentielles de cette rafle du Veldiv, les Juifs. Donc, on sait bien que le révisionnisme est né en France, malheureusement. On sait bien qu'il y a encore des profanations de cimetières juifs. Alors, l'argument qui consiste à dire il ne faut pas oublier cette rafle du Veldiv, notamment parce qu'il faut faire un travail de mémoire pour des générations qui pourraient oublier, oublier cette horreur, à votre avis, ça vous paraît un argument justifié également ? Oui, à partir du moment où on va jusqu'au bout de la démarche et qu'on s'interroge aussi sur les causes. Pourquoi c'est arrivé, pourquoi ces horreurs sont arrivées. Moi, pour préparer un peu cette émission, je me suis replongé dans un des derniers livres de Jean-Paul Leu qui s'appelle Mémoire et identité, où il s'interroge sur la question des totalitarismes du XXe siècle. Son dernier ouvrage, d'ailleurs, de Jean-Paul Leu. Livre d'entretien, nazisme et communisme. Et il dit pourquoi cette question, pourquoi le mal finalement. Et il nous dit très précisément que tout cela est arrivé, non pas parce que la civilisation était chrétienne, mais parce que notre civilisation, avait oublié Dieu, avait oublié ses racines chrétiennes depuis 200 ans, depuis en gros la Révolution, pour faire rapide et simple. Je crois que ça c'est très important parce que ça replace aussi les choses dans une durée beaucoup plus longue, parce qu'il y a aussi un effet de loupe. On a les yeux collés dessus sur cette Deuxième Guerre mondiale et on a du mal à prendre un peu de hauteur là-dessus. Donc ça c'est important et je pense que c'est une réflexion qu'il faut mener jusqu'au bout. Donc jusqu'au bout, la mémoire et aussi l'histoire, mais sans faire de confusion, c'est ça que vous disiez, oui, pour résumer rapidement. Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes, même si chaque chose a son utilité. Très bien, mais écoutez, je vous propose qu'on en reste là et qu'on passe à notre rubrique Contrepoint. Aymeric Pourbet, en dehors de cette actualité liée à la sortie de ce film, vous avez probablement d'autres sujets d'intérêt ? Écoutez, c'est plutôt un coup de gueule, si vous permettez, cette semaine. C'est donc Roselyne Bachelot, ministre de la Santé, qui annonce qu'elle revalorise, qu'elle augmente de moitié le forfait dévolu aux médecins pour pratiquer des avortements, soi-disant pour justement revaloriser cette pratique qui, semble-t-il, est un peu laissée abandonnée par les médecins eux-mêmes. Je trouve, et d'ailleurs je voudrais vraiment applaudir l'éditorial de Jean-Pierre Denis dans La Vie de cette semaine, qui dit finalement, on oublie un volet essentiel, c'est la prévention des femmes qui tombent enceintes, alors qu'elles ne le souhaitent pas, mais ne souhaitent pas non plus forcément avorter, et rien n'est prévu en France, aucune structure n'est subventionnée par l'État pour leur permettre de garder cet enfant. Cette mesure va coûter, l'augmentation va coûter 60 millions quand même à l'État français. Je trouve qu'il aurait pu avoir ce deuxième volet, voilà, ça aurait été la moindre des choses. Alors bien sûr, ce sujet mériterait à lui seul une émission, mais peut-être juste un mot de réaction, Samuel Pruvot, oui, bien sûr, parce que choses. Nous, ce qui nous a mis aussi en colère, mais au sens d'une sainte colère, c'est qu'il y a une mesure régressive. On dit là vraiment le moteur chauffe parce qu'on accélère trop. Et Roselyne Bachelot dit j'ai bien compris, j'appuie à fond sur l'accélérateur. Le problème, c'est que c'est pas une voiture, ce sont des femmes et au final des enfants qui morflent. Et ça, c'est vraiment, ça nous met en colère. Alors, en dehors de ce coup de gueule, si j'ai bien compris, de vous deux, vous aviez aussi de votre côté... Moi, j'ai un coup de cœur qui me réjouit et me console. Pour équilibrer. Alors, c'est un coup de cœur un peu œcuménique. Alors, pour le coup, ça a bien affleuré dans toute la presse profane. Ça fait la une du Monde.fr et de bien d'autres sites. C'est une affaire qui s'est produite à Garges-le-Gonesse d'une icône dite miraculeuse. Sans doute l'est-elle. Et donc, c'est une vierge à l'enfant qui appartient à une famille orthodoxe qui viennent d'Asie mineure, donc de Turquie. Et cette icône, paraît-il, depuis plus d'un mois, maintenant se met à suinter dans certaines circonstances, ce qui fait que leur appartement s'est transformé quasiment en chapelle, avec une dévotion autour de cette icône. Et je trouve ça sympathique à plusieurs titres. Peut-être le principal, c'est le témoignage du curé catholique, donc non pas orthodoxe du coin, qui a été pour voir, par amitié aussi. Et il dit, bon, moi, j'en ai tiré aucune conséquence, cependant, moi, je l'ai vu de mes yeux sointer. Alors, j'ai dit à mes paroissiens de ne pas y aller pour laisser tranquille la famille. Et puis, c'est pas à nous de décider ce qu'il en est. Mais le fait qu'en pleine actualité compliquée, morose, déprimante, il y ait des surgissements, justement, des signes, en tout cas, des signes de Dieu. Je trouve que c'est ces petites fleurs au milieu de la neige et de la glace, et ça annonce le printemps. Alors, si j'ai bien compris, donc Famille chrétienne regarde plutôt avec intérêt ces phénomènes qui sont d'ailleurs pas nouveaux, des phénomènes d'icônes qui sointent. On a aussi des phénomènes de statues de vierges qui pleurent. Côté Rue de Notre-Dame, vous avez un petit peu la même approche sympathique ou plus de réserve ? La prudence. Je pense qu'effectivement, dans tous ces phénomènes, même s'ils sont effectivement éminemment sympathiques, et je pense aussi, tant que parlait Samuel, à ce qui se passe en Égypte, où semble-t-il aussi la Vierge serait apparue. En même temps, il
faut être extrêmement prudent avec les phénomènes d'apparition, même si lorsqu'elles sont reconnues, ces apparitions, c'est effectivement très réconfortant et très encourageant. Je pense qu'il ne faut pas se précipiter et donc regarder ça avec prudence, comme le fait l'Église, et je crois qu'elle a raison de le faire. Ce qui a d'ailleurs, je crois, été toujours le cas pour les apparitions, Absolument. puisque cela relève bien entendu de l'autorité de l'évêque, et c'est pour cela qu'il y a, contrairement à ce qu'on pense, peu de lieux d'apparition. Sont miraculés très vite et reconnus très tard. Voilà. Et on aura peut-être aussi l'occasion de parler de tout le dossier sur la béatification de Jean-Paul II, puisque là aussi, il y a une actualité autour de la reconnaissance du miracle. Je vous propose d'achever cette émission maintenant, puisque je vois qu'il est l'heure. Je vous remercie, Émeric et Samuel, d'avoir participé à cette émission, que vous pouvez revoir sur notre site. Vous pouvez également réagir, www.ktotv.com. Il me reste à vous souhaiter un très bon week-end. À la semaine prochaine. Au revoir.